Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Vers une modification de la Constitution au Gabon, le gouvernement a entériné le projet de loi portant révision de la loi fondamentale du pays, fruit de la concertation politique de février dernier, à quelques mois de la prochaine élection présidentielle prévue au cours de cette année 2023. La Côte d'Ivoire veut réduire sa dépendance en ce qui concerne son approvisionnement en protéines animales et halieutiques. Une enveloppe de 1000 milliards de francs CFA est nécessaire pour développer ce programme axé autour de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture au cours des 3 prochaines années. Et la protection de la biodiversité était la principale raison du One Forest Summit qui s'est déroulé à Libreville au Gabon les 1er et 2 mars. Une mobilisation supplémentaire de 100 millions d'euros a été annoncée pour accélérer les stratégies de protection des réserves de carbone. Mais tout d'abord, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra accuse les pays occidentaux d'entretenir l'instabilité politique qui prévaut dans son pays. C'est en somme les propos que le chef de l'État centrafricain a tenus ce dimanche 5 mars à l'occasion de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Une rencontre qui a réuni une 50aine de pays à Doha, au Qatar, en présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tout en dénonçant les ingérences étrangères et le pillage systématique en Centrafrique. Le président Faustin-Archange Touadéra a réclamé la reprise de l'aide budgétaire internationale suspendue depuis mi-2021. Notons que cette charge survient 3 jours après une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron en marge du sommet sur la biodiversité à Libreville, au Gabon. C'est la conséquence directe du dialogue politique national gabonais. Le président Ali Bongo Ondimba et son gouvernement ont entériné les projets de loi pour la modification de la Constitution. C'était en Conseil des ministres le 3 mars, mais malgré la tenue de ces concertations, les divergences demeurent. Certains partis d'opposition s'interrogent sur l'impact réel des recommandations. Les explications de Corinne Kamseoné. La modification de la constitution gabonaise prévue par le président Ali Bongo va permettre d'entériner les conclusions en 15 points des travaux de la concertation nationale qui a réuni entre les 13 et 23 février 2023 environ 60 délégués issus de la majorité présidentielle et de l'opposition. Le comité de suivi et de mise en application de ces recommandations, chapeauté par le Premier ministre, sera comme souhaité par les parties prenantes à la concertation inclusive avec des rapporteurs et des membres issus de l'opposition et de la majorité présidentielle. Pour le Parti démocratique gabonais, PDG, parti au pouvoir, il faut pouvoir consolider tous ses acquis et surtout tirer tous les bénéfices, notamment économiques, que vont engendrer certaines dispositions comme le retour au scrutin direct à un tour. L'élection n'a pas de prix, l'élection a un coût. Et si l'élection a un coût, il faut le supporter, il faut le financer. Et nous pensons qu'en ramenant l'élection à un tour et en ayant des mandats harmonisés de 5 ans, cela permettrait effectivement aux finances publiques de pouvoir soulager. Le premier tour en 2016 montre que le budget qui a été mis en place pour pouvoir mener à bien cette élection, c'était de 46 milliards. Donc ça voudrait dire que si nous faisons un deuxième tour, ça voudrait dire de manière arithmétique, nous reproduisons pratiquement 46 milliards en plus. D'un point de vue purement politique, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, et le Gabon Nouveau, parti de l'opposition qui n'ont pas pris part à la concertation, parlent d'un recul démocratique et restent prudents sur la portée des travaux de la concertation nationale sur le déroulement des élections générales prévues cette année 2023. La concertation pour nous était une occasion d'essayer d'aplanir un certain nombre de choses et d'espérer avoir une élection apaisée. La suite, c'est que nous sommes tous Gabonais, nous sommes un parti politique, nous briguons, nous ambitionnons à un moment donné à la magistrature suprême. Nous allons prendre le peuple gabonais à témoin et nous irons au bout des choses. Le spectre des violences post-électorales de 2016, où l'élection du président Ali Bongo Ondimba avait été largement contestée, continue de planer sur la vie politique du Gabon.
À quelques mois du triple scrutin présidentiel, législatif et municipal, la concertation nationale, plateforme qui a favorisé le dialogue entre majorité présidentielle et opposition, va-t-elle remplir sa mission jusqu'au bout et créer toutes les conditions nécessaires pour des élections au lendemain apaisé? L'avenir nous le dira. Également dans l'actualité, faut-il s'inquiéter de l'avenir politique du Soudan du Sud après les décisions sans concertation prises par le président Salva Kiir? Le chef de l'État sud-soudanais a décidé le 3 mars de limoger 2 ministres. Il s'agit de la ministre de la Défense, l'opposante Angelina Teny, qui est aussi l'épouse de son rival, le vice-président Riek Machar, et du ministre de l'Intérieur, Mahmoud Solomon. Aucune raison n'a été donnée sur ce remaniement, mais le président a confié que désormais le ministère de la Défense serait géré par son propre parti et que celui de l'Intérieur reviendrait à l'opposition. Ces limogeages sont contestés par l'opposition qui dénonce une violation de l'accord de paix revitalisé de 2018 alors que les prochaines élections sud-soudanaises ont été ajournées d'un commun accord à l'horizon 2025. Cap sur la Corne de l'Afrique, à présent où depuis plusieurs semaines des combats se déroulent à Las Anod, une ville du Somaliland. Le Somaliland qui, rappelons-le, s'est séparé de la Somalie en 1991. Depuis le début du mois de février, les affrontements entre l'armée du Somaliland et les milices locales ont fait plus de 200 morts, et ce malgré un cessez-le-feu décrété le 10 février. Plus de détails avec Zara Mohamedou. Las Anod, toujours en alerte. Ici, des affrontements opposent depuis février des milices loyalistes aux forces indépendantistes. Dans cet État du Somaliland, un État sécessionniste qui s'est séparé de la Somalie en 1991. Et depuis l'éclatement des combats, le bilan ne cesse de s'alourdir. 210 civils ont été tués et 680 autres blessés dans les combats qui ont éclaté entre les forces du Somaliland et la communauté locale à Las Anod. C'est ainsi que sur le terrain, les forces somalilandaises et des milices qui soutiennent le gouvernement somalien se font face dans cette région disputée. La situation est telle que les habitants, principalement des femmes et des enfants, ont fui Las Anod pour trouver refuge dans le sud-est de l'Éthiopie voisine. Le coordonnateur humanitaire pour la Somalie a noté qu'avec les combats qui en sont maintenant à leur 4e semaine, plus de 185 000 personnes auraient été déplacées et des hôpitaux ont été endommagés, compromettant l'accès aux soins essentiels pour les blessés. Il appelle au respect des travailleurs humanitaires et médicaux, au respect des installations et services médicaux afin de permettre aux blessés et aux malades de recevoir les soins appropriés. Le coordonnateur humanitaire pour la Somalie a également appelé à un accès humanitaire sans entrave à tous ceux qui en ont besoin. Un appel lancé car les humanitaires sont parfois pris pour cible. Le 28 février, un hôpital où intervient Médecins sans frontières avait été visé lors des combats qui perdurent malgré le cessez-le-feu décrété le 10 février. La Côte d'Ivoire ambitionne de réduire sa dépendance extérieure en ce qui concerne l'approvisionnement en protéines animales et halieutiques. Pour ce faire, le pays a mis en place la PONA DEPA 2022-2026, une initiative dont le but est de renforcer les filières de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture du pays. Les explications de Marcel Amoin-Kwasi. Longtemps restée dépendante de l'extérieur pour son approvisionnement en protéines animales, la Côte d'Ivoire multiplie les initiatives pour atteindre son autosuffisance en ressources animales et halieutiques. Pour ce faire, le pays s'est doté d'une politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour NADEPA, politique qui nécessite la mobilisation de 1000 milliards de francs CFA. Les données ont montré que l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire est en instance permanente d'insécurité alimentaire, dans la mesure où nous dépendons principalement de l'extérieur, notamment en matière de protéines animales, que ce soit le poisson, qui est le produit le plus important en Côte d'Ivoire actuellement, et également les protéines animales. Donc, ce qui fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en phase d'insécurité alimentaire. Et donc, cette nouvelle stratégie qui est en phase avec le PND vient à point nommé pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir asseoir les bases de l'atteinte de son autosuffisance
en matière de protéines animales et halieutiques. La production halieutique nationale étant de l'ordre de 5 000 tonnes et ne couvrant que seulement 14% des besoins, le pays a recours aux importations massives de poissons surgelés en provenance d'Asie, avec un coût évalué à plus de 300 milliards de francs CFA par an. La mise en œuvre du programme favorisera la production d'environ 500 000 tonnes de poissons par an à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à près de 825 milliards de francs CFA. Les défis majeurs seront relevés pour permettre à une stratégie là de pouvoir atteindre son point culminant, de pouvoir atteindre ses résultats. Et ces défis majeurs dont je parle sont d'abord la prise en compte des questions de recherche, notamment en matière de fourniture de reproducteurs de qualité. Après les questions de recherche, il va pouvoir intégrer les volets de vulgarisation auprès des acteurs clés de la filière. Se déclinant en 5 stratégies nationales de développement, le programme vise la promotion et la coordination des initiatives dans les secteurs des ressources animales et halieutiques, le développement des productions animales, la gestion durable de la pêche, le développement de l'aquaculture et l'amélioration de la santé publique vétérinaire. L'objectif est de parvenir à une couverture de 70% des besoins en produits animaux et de 65% des besoins en ressources halieutiques à l'horizon 2026 par les productions nationales. Trouver la combinaison la plus appropriée entre scientifiques et autochtones pour assurer la gestion durable des forêts, c'était l'une des raisons de la tenue du One Forest Summit, sommet sur la biodiversité qui s'est déroulé à Libreville, au Gabon, les 1er et 2 mars. L'apport de 100 millions d'euros supplémentaires a été annoncé pour accélérer les stratégies de protection des réserves de carbone. Le point avec Séverin Douque. La mobilisation de financement pour une préservation et une exploitation durable des forêts est un impératif. Les pays développés, qui ont contribué grandement à la dégradation de l'environnement et au changement climatique, s'impliquent pour certains dans des initiatives pour protéger la biodiversité et les massifs forestiers au sud. Le président Emmanuel Macron a annoncé le 2 mars dernier au One Forest Summit 2023 à Libreville, en présence du président gabonais Ali Bongo Ondimba et 4 autres chefs d'État, une enveloppe supplémentaire de 100 millions d'euros pour accélérer la mise en œuvre de stratégies de protection des réserves de carbone. Ce que nous proposons à Libreville, c'est plus d'engagement politique des pays et en échange, plus de financement. Nous allons mettre 100 millions d'euros additionnels à disposition des pays qui souhaitent accélérer leur stratégie de protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité dans le cadre des partenariats de coalition positive. La protection de la biodiversité ne se fera pas sans les populations autochtones, lesquelles assurent actuellement environ 80% de la biodiversité mondiale. Le plaidoyer est d'associer les populations autochtones au combat, mais aussi de créer une synergie d'action de toutes les couches à même d'impacter la préservation durable de la biodiversité de plus en plus menacée. Les scientifiques l'ont dit, les endroits les mieux protégés sont les endroits où les peuples autochtones sont là et dirigent ces endroits. Alors nous voulons ces droits à la terre pour mieux faire notre boulot. Parce que c'est nous les experts. On ne reste pas dans les bureaux. On est sur le terrain pour planter les arbres et pour les protéger. Au terme des travaux du One Forest Summit, les leaders politiques, sur la base des recommandations des experts et autres membres de la société civile, s'accordent sur l'impératif de développer l'agroforesterie et de trouver le meilleur alliage entre scientifiques et autochtones pour plus d'efficacité dans la gestion durable des forêts. Les 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde féminine de football 2023 qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande sont désormais connues. Gros plan sur les sélections africaines qui participeront à cette compétition du 20 juillet au 20 août prochain avec José Douglas. Lors des récents barrages, 2 représentants de l'Afrique se sont fait éliminer et non des moindres, il s'agit du Sénégal par Haïti et le Cameroun par le Portugal. Tous les regards seront tournés vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour ce grand rendez-vous du football féminin. 3 équipes, Haïti, Portugal et Panama, ont obtenu leur précieux sésame lors des barrages. Je suis très heureuse que Haïti, Portugal et Panama figurent dans la liste finale des équipes participant à la 9e édition de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. Ces 3 équipes vont générer un véritable enthousiasme et apporter un engouement certain en lien avec cette compétition qui va faire rêver les supporters et supportrices du monde entier. Pour ce qui concerne nos sélections, il s'agit du Nigeria,
de la Zambie, de l'Afrique du Sud et du Maroc, le Nigeria qui sera dans le groupe B avec l'Australie, le Canada et la République d'Irlande, la Zambie avec l'Espagne, le Japon et Costa Rica, l'Afrique du Sud avec la Suède, l'Italie, l'Argentine et le Maroc avec l'Allemagne, la Corée du Sud et la Colombie. Le football féminin promet de repousser les limites en Australie et en Nouvelle-Zélande durant les mois de juillet et août prochains. À la Coupe du monde féminine qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023, Fatma Samoura qui a déclaré que les 9 villes hôtes de cette Coupe du monde féminine de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande accueilleraient un FIFA Fan Festival. C'est la première fois que des FIFA Fan Festival seront mis en place lors de la compétition phare du football féminin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.